Est-ce qu'une chanson est forte parce qu'elle est forte ou elle est forte parce qu'elle vend beaucoup? Sachant qu'il y a des chansons très fortes qui vendent beaucoup. Ouais. Tu as traversé plusieurs époques, au minimum 4 générations de rap. Quand tu penses que la maison de disque est la solution aux problèmes liés à la musique, tu te rends compte que c'est une solution, mais pas la solution. Ouais. Tu as connu un succès foudroyant, mais avant le succès, c'était quoi ta vie? J'ai mis à un moment donné de ma vie le curseur sur la richesse financière. Ce qui compte, ce n'est pas l'argent que tu gagnes, mais ce que tu fais pour avoir cet argent et comment tu le fais. On a tous dans nos têtes des couloirs pour faire 15 milliards. Aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce que le temps t'a réparé ou le temps t'a transformé? L'Afrique m'a énormément apporté. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu peux ne pas avoir 1 milliard, mais être plus heureux que quelqu'un qui en a 100. Tu as toujours été avec les meilleurs. Comment ça se fait? Alors ça, je me suis rendu compte que la musique, faut pas la penser avant de la faire. Cotonou Boy Show. Bonjour Pete. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bienvenue à Cotonou. Ben merci. Sur le Cotonou Boy Show. Yes. Alors c'est une émission qui met en valeur la pop culture 229 et au sens le plus large. Là, tu es à Cotonou pour le CIMA. Ouais. Qui est le salon des industries musicales d'Afrique de l'Ouest, qui est un événement que tu as cofondé avec Mambi, donc l'événement qui fait bouger Cotonou cette semaine. Donc tu pouvais pas être là et qu'on te reçoive pas. Donc merci déjà de nous avoir accordé de ton temps. Merci de m'avoir invité. Ouais. Mais c'est important parce que moi je suis ce que tu fais. J'ai suivi ce que tu as fait avec Mambi. Et il faut... tu sais, on a toujours le temps quand ce sont les choses importantes. Merci. Tu vois, donc il était important pour moi d'être là aussi. Ouais. Et c'est vraiment particulier pour moi parce que tu fais partie des MC qui m'ont fait aimer le rap et qui m'ont fait rapper et qui font ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc c'est vraiment spécial pour moi. Et tu as traversé plusieurs époques. Je pense tu dois avoir traversé minimum 4 générations de rap. Ouais. Donc depuis les freestyle Time Bomb, l'époque Secteur A, Première classe. Le retour, toi-même ton succès solo, le retour au Bled, exécutive à Universal, l'Olympia, et toi qui reviens aujourd'hui avec un nouvel album, plus de 25 ans, t'as encore du juice. Hein? Et ce que je retiens, c'est la notion de temps. Si je te parle de temps, qu'est-ce que ça t'évoque, la notion de temps? Le temps, c'est le maître mot de tout ce qui nous inspirait à faire les choses. Mais dans le sens, prenons le temps de faire bien. Le temps ne nous appartient pas, mais prenons le temps de faire bien. Parce que, quel que soit le minimum de temps qu'on a ou le long temps qui nous est donné, il faut arriver à impacter. Tu vois ce que je veux dire? Et je dirais aussi, le temps règle tout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Le temps règle tout et le temps, c'est Dieu. Ouais, clairement. In fine. Donc, sans le vouloir, hein, c'est ce qui détermine, in fine, notre quotidien. Bah écoute, là, c'est une question que je devrais te poser peut-être à la fin, mais je préfère commencer par la fin. Il y a ton collègue Taïk qui dit que le temps répare. Toi, tu estimerais aujourd'hui, avec le recul que tu as, est-ce que le temps t'a réparé ou le temps t'a transformé? Se réparer, c'est se transformer aussi. Ok. Se réparer, c'est se transformer. Si tu es un blessé de guerre et qu'on te répare, ça te transforme. Ouais. Donc oui, c'est corrélé, hein, les deux sont corrélés. Ouais. Alors, si on revient au tout début, comment ça se passe? Nous, on t'a bercé notre adolescence, mais toi, c'est fin des années 90, début des années 2000. Tu as connu un succès foudroyant, mais avant le succès, c'était quoi ta vie? Alors, ma vie, elle était jonchée de beaucoup de choses. Ok. C'était la galère, hein. C'était la galère, c'était l'instinct de survie, c'était
la débrouillardise, c'était le business pas très glorieux, c'était la volonté de s'en sortir, en tout cas, de pas rester, tu vois, de pas rester à ne rien faire et subir la vie et subir les choses. Ouais. Tu es né en France? Non, je suis né au Cameroun. Tu es né au Cameroun et bah, tu vas en France à quel âge? À 4 ans. À La 4 première ans. fois, j'y vais à 4 ans. Ouais. Ok, d'accord. Donc c'est là-bas que tu te développes et que... En fait, c'est très spécial. Je me développe sur les deux. Ok. Je me développe beaucoup en France, mais j'ai quand même une part de développement liée au Cameroun. Ouais. Il me semble que tu as toujours un lien permanent avec le Cameroun. C'est l'impression que j'ai quand je regarde ta carrière, de ce que nous, on pouvait voir. Oui, c'est pour ça que je te dis, j'ai les deux. Parce que la base de mon éducation, elle a été faite au Cameroun. Donc, mes racines sont camerounaises. Parce que je pars du principe que les racines, c'est certes la culture, les traditions, etc., mais c'est aussi ta famille. Ouais. Et moi, mes racines, elles sont très, très, très ancrées au Cameroun. Et même quand je voyage, il y a toujours ce Cameroun à la maison, tu vois. Donc, je suis un... je suis un... Comment dire? Je sais pas quel qualificatif je pourrais donner à cette appartenance double. Ouais. Ok. Et le rap, comment est-ce que tu rencontres le rap? Comment est-ce que tu commences? Je rencontre le rap dans les années 80, en fait, via la danse. Ok. Quand c'est par le biais de mon grand frère qui a des amis... c'est des amis qui reviennent de New York, de Londres et des États-Unis, qui ramènent des cassettes de MTV Rap. Et donc, je découvre le rap comme ça, mais que je dis par la danse parce qu'à l'époque, je dansais. Ok. Et je commence à rapper accidentellement, en fait. Je commence à rapper accidentellement avec des frères camerounais à moi qui s'appelaient Clan VAV. Et de fil en aiguille, en fait, de fil en aiguille, les choses, elles se font parce que je me découvre quelque chose dont je me sentais pas capable. Ouais. Tu vois, d'écrire et de véhiculer des émotions aux autres. Ouais. Donc, ouais, c'est comme ça. Je commence vraiment accidentellement. J'avais pas, tu vois, je me suis pas, comme certains peuvent le dire, je me disais pas que j'allais t'allais faire carrière dedans, t'allais être rappeur. En plus, je pense à cette période, est-ce que c'était facile de se projeter même en tant que rappeur? Pas du tout. Pas du tout, c'était... Ouais, tu fais partie de la deuxième génération. La deuxième, non, je pense que nous, c'est de la première génération, c'est Ayam MTN, Ministère Hammer, Little MC. Ouais. Nous, on est la génération juste après. Juste après Time Bomb, Secteur A. Ouais, c'est la génération juste après. Ouais. Et t'as fait partie de plusieurs écoles et t'as toujours été avec les meilleurs. Comment ça se fait? Alors ça c'est une très bonne question, mais je pense que c'est instinctif. Ok. C'est instinctif parce que même encore aujourd'hui, tu sais, je pense qu'on a tous des prédispositions les uns les autres, et en fonction de nos prédispositions, il y a des choix qu'on fait comme ça instinctivement, qui correspondent à ce qu'on a envie d'être, ou en tout cas dans l'environnement dans lequel on a envie de rester. Et j'ai toujours eu cette volonté d'être avec les élites. Ouais. C'est-à-dire, même quand je faisais du sport, je voulais être avec les plus forts. Ouais. Quand j'ai commencé la musique, je voulais être avec les plus forts. Ouais. Quand je fais ce que je fais aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, je veux être avec les plus forts. Et donc, c'est un truc que que je cultive depuis, que je peux verbaliser aujourd'hui, mais à l'époque, c'était, comme je te dis, instinctif. Ouais. Donc, l'époque Time Bomb, de Time Bomb, je pense que tu passes à Secteur A, c'est ça? Ouais. Et, mais Time Bomb, je rencontre Jackie et Bendy, Stéphane et partout, on fait première classe. Ok. Et de première classe, en fait, je signe en fait un deal de coproduction avec Secteur A. Ok, d'accord. De là va naître ton premier album. Ouais. Et de cette époque où tu enregistres ton premier album, je pense qu'il y a déjà un buzz autour de ton nom, il y a une notoriété qui vient, et là, tu es dans quel état d'esprit quand tu enregistres ton premier album?
Alors, je me rappelle, je ne mesure pas le sérieux qu'il faut pour faire ce métier. Ok. Je sors de la cité, je réussis à avoir un deal et j'arrive, je dois préparer un album. Oui. Donc, je venais en studio en retard. Tu vois, j'avais vraiment pas la... Ouais, la rigueur, le sérieux, la conscience même Oui, de ce que tu étais en train de faire. Ouais, parce que, comment dire, c'est du jeu en vrai. Ouais. Tu vois, tu t'amuses mais alors qu'en face, il y a des gens qui mettent des budgets, il y a des gens qui t'attendent en studio. Et je suis vraiment dans un état d'esprit, en tout cas sur un point de vue rigueur, je suis vraiment très peu rigoureux. Mais par contre, j'ai une application dans ma créativité. Ouais. Je m'applique. Ouais. Je m'applique, mais je pense que ça, c'est issu des écoles par lesquelles je suis passé. Time Bomb, en l'occurrence, où c'était une obligation d'excellence. Ok. Tu vois. Ouais. Et du coup, quand je fais première classe et j'entre au secteur A, il y a une autre exigence aussi, tu vois, qui est un mélange d'exigences artistiques et visuelles. Ok. Et marketing, et tu vois. Ouais. Donc, à ce niveau-là, ouais, je suis assidu. Ok. Donc, tu connais ton karaté. Ouais, je connais mon karaté. Tu- Mais c'était quand même une autre démarche Ouais. que juste le freestyle. Time Bomb, c'était essentiellement freestyle. Freestyle, ouais. Là, je bascule dans un truc où il faut que je dise des choses, que je raconte des histoires, que je me livre. Ouais. Et c'est le travail qu'ont magnifiquement fait Jackie et Benji dans la réalisation de cet album-là, et même Stéphane et Patou, parce qu'ils ont aussi contribué à me proposer des thèmes que je développais dans le projet. Et c'est en ça que tu sens la différence quand tu es bien entouré. Ouais. Tu vois, tu as une équipe qui pense, qui réfléchit pour toi et avec toi. Ouais. Donc, et c'est ça qui a donné tu vois, cet album aujourd'hui classifié classique, parce que de la première à la 17e chanson, tu voyages en fait. C'est pas du tout droit, et il y a une richesse en termes de thèmes, en termes de sonorité. C'est super riche, super inspirant. Exactement. Et donc tu travailles ça avec ton équipe, vous le sortez. À quel moment tu sais que c'est un succès? Est-ce que vous avez le succès tout de suite, ou tu vois le succès venir? Ça dépend ce que tu appelles le succès. Ok. Parce que moi, à partir du moment où on fait les choses, Oui. je considère déjà que je suis dans le succès. Ok. Après, c'est le degré qu'il prend. Oui. Mais le succès, c'est... Mais toi, c'était quoi ta définition du succès? Qu'est-ce qui t'a fait dire à ce moment-là, bah, je suis dans le succès? C'est comment tu te sens. Ok. Donc, ta vie, ta vie, elle change. Oui, ta vie, elle change. Ouais, tu sens que t'es plus privilégié, que quand tu performes, il y a une attention différente, tu gagnes de l'argent. Quand tu rentres dans la pièce, tu sens qu'il y a quelque chose, qui change. C'est pour ça que je te dis que c'est le degré. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, entre on fait les choses et mon album est si loin de toi, ça a été croissant. Mais le succès, en fait, il commence déjà là. Ouais. Même Time Bomb, c'est le succès. Ouais. Mais ce succès a grandi. Exactement. En fait, tu vois ce que je veux dire. Mais pour répondre à ta question initiale, à quel moment je sens que j'ai eu du succès? Ouais, c'est à partir du moment où tu fais des choses et qu'il y a de la réaction différente que le truc minime où vous êtes intime, où vous êtes juste entre potes, où c'est juste des, tu vois, ou bien ta famille. Là, c'est déjà... T'as d'autres mecs qui disent, ah ouais, toi, je connais ton nom. Ouais, t'es déjà dans une logique de succès. Le succès, c'est une dynamique, en fait. Ouais. C'est pas un instant. C'est une dynamique. Mais au moment où tu fais ton album, là, tu sais que tu vas faire de la musique, ou tu fais ça parce que c'est la chose que tu as à faire sur le moment. Non, en fait, même quand je fais première classe, déjà, je sais que je fais de la musique, mais je suis à des années-lumière de mesurer ce que ça va être. Ok, d'accord. En termes d'économie, en termes d'impact dessus, Et en fait, quand tu fais les choses sans calcul,
C'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que tu sais que tu veux faire ta chose. Ouais. Mais tu te dis pas, je fais ma chose pour avoir 400 000 personnes qui vont l'écouter ou qui vont, tu vois, qui vont venir à mon événement, etc. Tu le fais parce que tu sais qu'il faut le faire. Ouais. Et tu le fais bien. Ouais. Et après... Et sur l'album, il y a Si loin de toi qui te fait changer de statut. Ouais. Carrément, là, tu passes de rappeur à artiste. tout court. Ouais. Comment tu vis ça? Surtout que c'est une thématique qui est pas évidente. Ouais. Comment est-ce que tu vis ça? J'ai vu dans certaines interviews où tu disais que tu n'étais pas à l'aise. Oui, j'étais... avec cette chanson, tu voulais pas la sortir, tu l'assumais pas, et qu'on a dû te bousculer un peu. Oui, en fait, parce que ça relève de l'intime. Ouais. Et l'intime, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer par rapport aux autres. Parce que tout le monde n'est pas délicat. Par exemple, un jour, il y a un mec qui appelle un de mes meilleurs amis qui lui dit « Ouais, laisse tomber, Pete. Il fait du commercial avec la mort de sa mère, etc. Mais laisse tomber. » Et mon pote lui demande à ton avis, tu penses quoi? Qu'il aurait préféré que sa mère elle soit présente ou... Il dit « Je comprends pas le sens de ton... » Je comprends pas le sens de ta... C'était un truc comme ça, tu vois. Je me rappelle plus exactement ce que c'était, mais je prends cet exemple pour te dire que, tu vois, les gens, ils ne mesurent pas ce que ça peut susciter ou ça peut créer chez toi. Ce genre de remarques qui n'ont aucun sens, parce que... Enfin, qui n'ont aucun sens, de mon point de vue. Et c'est pour ça que je te dis que j'étais pas très à l'aise. Et je pense en plus, à l'époque, il y avait vraiment cette notion de rap commercial. Oui, mais je te jure que quand je fais ce titre-là, je suis même pas dans cette notion. Tu vois, je suis même pas dans un truc de rap commercial par rap commercial, vendu, pas vendu. Non, je suis pas dans ça. Je suis vraiment dans une démarche personnelle. Tu vois, où j'ai envie de m'exprimer sur cette douleur qui est la mienne, tu vois, et sur cette volonté de rendre hommage. Et ce qui en découle derrière, tu vois, je vais pas dire je le subis, mais Mais comment tu le vis justement? Bah, écoute, il y a cette fameuse anecdote que je raconte en disant que je voulais pas la sortir, et t'as l'équipe et Kenzie en l'occurrence qui me dit ça fait partie de ta vie, et il me dit moi je suis fier parce que c'est la première fois qu'un mec de cité assume autant sur une chanson sa vulnérabilité. Et il me dit tu vas voir tu vas voir ce que ça va t'apporter, pas qu'aujourd'hui mais même dans le temps, tu vois, pour revenir à ta première question. Le temps, même dans le temps, et aujourd'hui je le vois, tu vois. Mais effectivement j'avais ce complexe de me dire que est-ce que la démarche elle est saine, tu vois. Et il me dit écoute, à partir du moment où tu l'as mis sur un disque, elle tend à être exploitée et développée. Donc si on a fait le pas de l'écriture au studio, de l'enregistrement au mix, du mix à la sortie, mais restons dans cette cohérence là, tu vois. Et aujourd'hui je regrette pas. C'est clair. Alors il y a eu beaucoup de légendes sur ton train de vie. À l'époque, je pense que tu étais pote avec Anelka. Toujours. Ça, ce sont les histoires qui me reviennent de l'époque. Il paraît que tu étais en mode blowing money fast sur Paris. Est-ce que toutes ces légendes-là sont vraies? Ouais, elles sont vraies. Ok. Elles sont vraies. Bah, frère, j'ai 20 ans. T'as 20 ans. J'ai ma best life. Tu vois. T'as 20 ans, t'étais millionnaire? Waouh. Ok. Qu'est-ce qui change dans ta vie? Ah, frère. Ce qui change, c'est que je peux m'offrir ce dont j'ai envie. En tout cas, en fonction des moyens que j'ai à ce moment-là, je peux m'offrir. Il n'y a pas un truc que j'ai voulu faire que j'ai pas fait. Après, j'en discute souvent avec des potes. Et j'ai un pote qui est basketteur au States. Et il est métis japonais, béninois. D'accord.
Et il me dit, écoute, moi, mon côté noir, je sais que quand j'aurai l'argent là, je vais dépenser parce que c'est dans nos gènes. Il dit, je comprends que c'est quelque chose qui est lié à notre histoire, on a besoin de dépenser. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise, qui est dans nos gènes? Il dit, je sais, il dit, les Japonais sont pas comme ça, mais nous les Noirs là, c'est ça. Et mon côté noir, je sais que quand je vais commencer à gagner de l'argent, vous allez sentir. Je sais que c'est pas ce qu'il faut faire, mais je ressens ce besoin. Moi, je pense même pas que ce soit pas ce qu'il faille faire. C'est juste qu'il faut, dans toute chose, il faut toute mesure garder. Oui. Mais effectivement, on est prompt à kiffer. Ouais. Est-ce que c'est une culture noire? La vérité, je serais tenté de te dire que j'en sais rien, parce qu'il y a des Blancs aussi qui sont dans cette approche-là, tu vois. Mais ouais, je pense qu'on a tellement, on a tellement été frustrés que quand on accède à une situation économique un peu plus, tu vois, plus forte, on veut juste rattraper, quoi. On juste rattrape avant de s'habituer. Avant de s'habituer, exactement, tu vois. Mais parfois on en fait trop. Ouais. Et ça nous met dans des situations précaires. Ouais. Mais tu penses que t'en as trop fait avec du recul? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais c'était quoi ton rapport à l'argent à ce moment-là? 20 ans, t'es millionnaire. Mon rapport à l'argent, c'est que ça va jamais s'arrêter. Ah ouais? Tu pensais que ça allait jamais s'arrêter. Ouais. Parce que tu touches beaucoup. Ouais. Il y a un truc qui s'appelle l'Adami. Ouais. Un jour, je suis en boîte de nuit, il y a un mec qui vient, un Camerounais, je me rappellerai toujours, il vient, il me dit, oui, mais t'as de l'argent à l'Adami. Je dis, mais je sais pas ce que c'est l'Adami. Et il me dit, vas-y, appelle-moi, si tu crois que c'était un week-end, il me dit, appelle-moi début de semaine. Je l'appelle, il me dit, passe, je sais pas, c'est un chèque de je sais pas combien. Tu vois, donc en plus des royalties, en plus de la SACEM, en plus de ça, en plus des concerts, en plus de... Donc, tu as de l'argent, tu fais un couplet de 16 mesures, tu as de l'argent. Ouais. Donc, tu sais plus où donner la tête, tu vois, tu te dis que ça y est, j'ai trouvé la cachette et ça va tomber. Sauf que c'est pour garder ça, il faut beaucoup travailler. Ouais. Et de deux, il faut vraiment savoir gérer. Ouais. Et à ce moment-là, est-ce que tu avais est-ce que tu avais conscience de ces deux facteurs-là? Non, j'avais pas conscience de ça parce que j'ai le sentiment que contrairement à d'autres rappeurs, j'ai pas énormément été dans le dur. Ok. J'arrive Time Bomb. Ouais. Time Bomb première classe secteur 1. C'est monté, ça pète. Ouais, ça fait que monter, tu vois. Donc je suis pas passé par un truc de j'ai mangé la pierre pendant 10 ans et du coup quand l'or arrive, j'ai tellement morflé que quand il y a l'or qui arrive, je veux d'abord le conserver. Ouais. Tu vois, là je suis dans une dynamique qui est évolutive de manière incessante, donc pour moi c'est un flux qui sera permanent. Et à quel moment tu te rends compte que ça va pas durer ou que tu es allé trop loin? Après mon deuxième album. Ouais. Bah, ça, le deuxième album, ça, je vais te parler en tant que fan. Ouais. À l'époque, j'ai pas compris le deuxième album. Ouais, comme beaucoup. C'est entre le premier et le deuxième album. En plus, je l'attendais, mais je sais pas ce qui s'est passé. Je suis passé totalement à côté. Il s'est juste passé que moi, j'ai été dans une volonté personnelle de faire quelque chose. Qui était le reflet de mon mindset à ce moment-là, qui était un peu dark. Sombre, très sombre. Ouais. Je l'ai pas appréhendé de la même manière que le premier album, où j'ai rien appréhendé d'ailleurs. Le premier album, je suis juste venu, j'ai fait des titres dans un cadre dont je t'ai fait part avec Jackie, Bendy, Stéphane et Patou. Et celui-là, il y avait la même équipe sur le deuxième? Non, justement. Je bossais essentiellement avec Jackie. Et les autres étaient là, mais c'était plus la même énergie. Justement, c'est ça qui est marrant, c'est que je me suis rendu compte que la musique, faut pas la penser avant de la faire. Tu comprends ce que je veux dire? Faut la faire. Ce qui te vient, tu le fais. Ce qui vient, tu le fais.
Et le deuxième album, je l'ai pensé avant de le faire. Ouais, tu l'as trop pensé. Je l'ai trop pensé. Ouais. Et donc, du coup, bah, c'est le feeling. Ouais. Si je te dis quelque chose là de manière spontanée, Ouais. tu le prends comme ça. Ouais. Mais si je réfléchis à une formulation, à un truc, je risque de passer Ouais. à côté de... Ouais. Tu vois, Ouais. les deux vont ensemble. Mais il faut trouver le juste Le équilibre. juste, ouais. Parce que quand je fais mon premier album, je n'ai aucune expérience. Je ne sais pas ce qu'est le marketing, je ne sais pas ce qu'est la gestion du public, avoir un public cible. Je ne sais pas ce qu'est créer une identité forte pour que tu sois une identité remarquable du premier coup. Je ne sais pas tout ça. Ouais. Donc ce sont des choses qui au fur et à mesure rentrent et que tu intellectualises. Donc tu te dis, bon, là j'ai fait ça, bah, ça se trouve comme j'ai fait ça, si je refais ça, ça va me redonner, ça va me donner le même résultat. Donc tu commences à réfléchir là où au début quand je faisais mes Mais freestyles. est-ce que tu avais une pression en faisant cet album-là particulière parce que le premier avait marché? Est-ce que tu avais la pression de il faut que le deuxième soit J'avais la pression mais pas la bonne. Ok. Et c'était quoi cette pression? Parce que tu dis que tu étais dans une vibe dark. Bon, ça c'était à titre personnel, tu vois, je vivais des choses personnelles à ce moment-là que je prenais, tu sais, les choses elles prennent la valeur que tu leur donnes et je prenais beaucoup de choses que je prenais trop à cœur pour rien et ça me noircissait mes perspectives, tu vois. Mais c'est des choses que le succès, qui sont venus avec le succès que tu avais à cette époque-là? C'est un mélange de choses, c'est la vie en vrai, tu vois. C'est le succès, l'échec, les relations, l'humain, toi-même, tu vois, c'est vraiment une addition de choses et j'étais pas dans le... En fait, c'est simple, faut le résumer, hein, j'étais juste pas dans la bonne énergie. Combien même, j'ai quand même donné mon 100% sur le disque. Mais l'énergie qui entoure la conception du disque est telle que, quand ça arrive, beaucoup de gens se questionnent sur qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe. Mais des années plus tard, beaucoup disent que ça fait partie de leur meilleur album. Parce que plus de maturité, parce que plus de recul, parce que le rap aussi, c'est comme une sorte de secte. À un moment donné, tu es là au quotidien, tu vois les débats de rap. C'est comme si vous êtes tu vois, ça va donner ça, mais techniquement, truc, c'est comme si... Et il y a un moment donné où il faut sortir de ça pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire et bien le faire. Tu sais, quand tu restes dans l'endoctrinement de ce qu'est le rap game, il y a des choses souvent que tu as envie d'exprimer, que tu les exprimes pas parce que tu te dis... comment ça va être perçu, tout ça. Il y a un moment donné, quand tu te perds, faut revenir de là où tu es parti. Là où je suis parti, c'était les freestyles, c'était instinctif, zéro calcul. Et aujourd'hui, la musique que je fais aujourd'hui, c'est le même principe. Je ne calcule plus rien. Je fais mes chansons, je les sors. J'ai ce luxe, parce que pour moi, c'est un luxe de ne pas être enfermé dans la statistique. Parce que la statistique fait en sorte que les interprétations et les perceptions soient erronées. Parce que si par exemple sur un titre qui est fort, tu ne fais pas 500 000, d'aucuns considéreront que mais en vrai c'est pas chaud. Mais est-ce qu'on est chaud? Ça biaise leur écoute, même du titre. Et ça biaise l'environnement, in fine. Parce que, est-ce qu'une chanson est forte parce qu'elle est forte ou elle est forte parce qu'elle vend beaucoup? C'est l'éternel débat. Sachant qu'il y a des chansons très fortes qui vendent beaucoup. Donc, tu vois, il y a une sorte de complexité, tu vois, dans cette question. Mais moi, je pense que ce qui est fort et ce qui doit le rester, c'est la créativité et la proposition artistique. Tu le vois dans l'environnement. The Clips, ils ont sorti un album. Et tu le sens, en fait, quand un album, il est sans concession, juste la volonté de proposer une œuvre qui va faire date. Clairement. Mais, tu vois, ça fait la différence. Ils viennent aux antipodes de ce qui est proposé de manière globale dans le rap.
et ça fait son chemin. Ouais, et c'est ça rafraîchissant, en fait. C'est rafraîchissant et ça impacte. Ouais, et ça impacte. Après, ça arrive aussi à un moment de saturation. Ouais. Est-ce que si ça avait un 5 ans en arrière, c'est la même ça. chose? On peut se poser la question, tu vois. Le temps, encore. Le temps. C'est Tu vois ça. ce que je veux dire? C'est Le temps. timing. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quoi ta perception de la richesse? La perception de la richesse, les valeurs. Ouais. Pas l'argent, mais les valeurs. Ouais. Je suis riche de connaissances. Ouais. Je suis riche de sagesse. Je suis riche d'expérience. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je suis riche de belles personnes qui m'entourent. Ouais. Et toute cette richesse-là me permet d'être dans un environnement créatif, sachant que je suis un créatif, me permet d'être dans un environnement créatif. Je suis riche aussi de foi, Ouais. tu vois, de croyance en Dieu. Et tout cet environnement me permet de créer. Ouais. Et donc d'avoir l'énergie nécessaire pour derrière créer un environnement économique stable. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et donc, mais ma réelle richesse, Ouais. c'est celle-là. C'est pas l'économie que tu bases pas ta richesse sur l'économie, mais sur la création des conditions. Ouais, la richesse, il y a une richesse économique. Ouais. Et la C'est une richesse, elle est conséquence. propre. En fait, chacun de nous définit ce qui est important pour lui. Et ce qui est le curseur dans son évolution et dans sa gestion de la vie. J'ai mis à un moment donné de ma vie le curseur sur la richesse financière. Déjà, j'en avais pas l'éducation financière pour comprendre que, en fait, ce qui compte, ce n'est pas l'argent que tu gagnes, mais ce que tu fais pour avoir cet argent et comment tu le fais. C'est ça qui est important. Tu vois ce que je veux dire? Demain, on a tous dans nos têtes des couloirs pour faire 15 milliards. On pourrait les faire, en vrai. Mais est-ce que c'est ça le plus important? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Moi, je pense que c'est ça. La richesse, c'est aussi la liberté. Clairement. Ouais. Tu vois ce que je La veux dire? plus La grande liberté, richesse, la liberté de me lever, de faire le CIMA au Bénin avec mon billet. Ouais. Demain, de le faire, je sais pas, au Congo. De revenir au Bénin le refaire. De me lever demain matin et dire, bon, frangin, je vais faire un album. Ouais. Le jour d'après, dire, bon, je vais produire un artiste. Ouais. La liberté. Ouais. De faire ce que j'ai envie de faire. Pour moi, c'est ça la richesse. Ouais. Ok. Alors, avec ce deuxième album dont on parle, je pense qu'il y a une chute. Autant au niveau financier, ça suit pas, ça commence à se ralentir. Comment tu vis cette période-là, ce changement entre le premier et le deuxième album? Je le vis très mal. Je le vis très mal justement parce que, comme je disais tout à l'heure, mon curseur c'est sur l'argent et non sur l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qui m'a donné l'argent. C'est le fait d'avoir été aussi fort au niveau de ma créativité, tu vois. Et sauf que je cours sans cesse derrière les rentrées que je n'aurai plus, parce que en fait l'argent tu cours pas après. C'est une relation un peu comme homme et femme, c'est de la drague. C'est que tu mets en place, tu es dans la séduction et après l'argent, si tu l'as bien séduit, il tombe. Tu vois ce que je veux dire? Et sauf que moi, je cours. Je cours parce que j'ai un train de vie, je cours parce que je suis dans le paraître. Et donc, il faut que je rentre de l'argent, il faut que je rentre de l'argent, tu vois. Et ma créativité en prend un coup, la carrière aussi en prend un coup. Mais quand on a été aussi haut et qu'on tombe, ça a des conséquences psychologiques. J'ai vu que tu as fait une dépression. Ouais. Ça a des conséquences psychologiques. Ça a des conséquences psychologiques parce que, en fait, la force, il faut avoir la force de ne pas vivre selon le regard des gens. C'est une prison. Tu vas venir me dire, mais puis t'es tombé, t'as plus de... Si jamais je vis à travers ton regard, quand je rentre, j'ai envie de me tirer une balle. Parce qu'il suffit de peu que ce soit vrai, que j'ai plus de mailles. Bah, frère, je me tire une balle.
Sauf que si je vis en fonction de ce que moi j'ai décidé de représenter, avec ou sans argent, touche pas. ça me touche pas. Ouais. C'est ce que je veux dire. Donc cette prison m'a fait rentrer dans la dépression parce que j'avais toujours l'impression, comme mon train de vie avait changé, que j'avais des problèmes, que j'avais l'impression que les gens ils me regardaient et me disaient, ah mais en fait lui il est perdu lui, ça y est, c'est fini pour lui. Ouais. Et ce sont des choses qui arrivent dans des carrières et tu en parles souvent que dans la musique ou dans les métiers de la musique, il faut qu'il y ait, enfin, est-ce que je dirais formation, il faut des suivis psychologiques pour les artistes. C'est primordial. Ouais. Je pense même qu'aujourd'hui, producteurs, on doit envisager ça dans les contrats, qu'il y ait une sorte de suivi psychologique. Ouais. Mais parce que l'homme n'est pas un homme normalement constitué n'est pas destiné à recevoir autant d'attention. Tu vois, tu t'as dit, tu sors du ghetto, tu montes, tu as un succès national, tu es le centre d'attention et du jour au lendemain, ça peut switcher. Ouais. Je pense que le corps humain ou l'esprit humain n'est pas conçu pour avoir des d'aussi grands écarts. Il n'est pas conçu pour ça. Oui. Mais comme le corps s'adapte à tout, oui. s'il est préparé, s'il est programmé ouais. à ça, à ces montagnes russes émotionnelles, je ne dis pas que je dis pas que il ne va rien, il sera pas déstabilisé, mais il y aura une meilleure gestion. Ouais. De preuve en est, ça veut dire que je suis passé par là et aujourd'hui, tu me remets dans les mêmes conditions, je réagis pas de la même manière. Ouais. Parce que mon rapport à l'argent, il est plus mesuré, parce que mon rapport au regard de l'autre, il est moins déséquilibré. Je me regarde moi d'abord avant de considérer ce que tu vas dire de moi. Tu vois, donc il me serait très difficile de retomber dans les mêmes travers. Ouais. Tu vois. Ouais. Mais voilà, après c'est le temps. C'est le temps. Je pense que ça va être le fil conducteur c'est le temps de cette discussion. C'est le temps qui règle tout. Ouais. Le temps règle tout. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que tu décides de rentrer au Cameroun? Ouais. Ok. Mais comment ta décision se fait? En fait, ma décision se fait de manière très simple. C'est que je sens qu'il y a quelque chose qui va plus. Je suis dans cette dépression. En fait, je suis dans un combat de faut pas que je tombe. Ouais. Mais quand je dis il faut pas que je tombe, je te parle même pas de finance. Il faut pas que je tombe moi en tant qu'homme. Ouais. Tu vois, tu sens que faut que je m'attrape à... T'es au bord du gouffre, en fait. Mais il faut que je m'attrape à quelque chose pour me redonner le sentiment que je fais quelque chose de ma vie. Et donc, j'essaye... je réessaye des choses dans la musique à Paris. Justement, je suis aidé par Oumar Samaké. Ok. Qui est le manager aujourd'hui. Déjà à l'époque, il était déjà dans... C'était mon manager, oui. Ok. C'était mon manager. Ok. Et qui est le producteur aujourd'hui d'Ossé et Dinos. Ouais. Mais tu vois, tu sens que moi-même, lui, il est fort. Ouais. Donc, il me donne une force. Mais moi-même, j'ai pas ma force. Ouais. Donc, ça ne... Tu vois, le truc... Ça prend pas. Ça prend pas. Et donc... je me dis, faut que je change d'environnement. Ouais. C'est vraiment tout ça, c'est instinctif. Ouais. Je change d'environnement, mais parce que aussi, j'ai repéré quand j'allais au Cameroun des choses, des artistes, des trucs, et je me dis, peut-être qu'il faudrait que je repense Pete Bacardi, et que peut-être me mettre au service des autres m'aidera à me reconstruire. Tu vois. Et c'est ce que je décide de faire. Et ce qui est vraiment louable, encore plus quand on prend du recul avec la perspective d'aujourd'hui, tu rentres en Afrique quand c'est pas encore tendance, en fait. Ouais. Personne ne veut rentrer en Afrique à cette époque. Et je suis sûr que les gens te disaient, mais t'es fou. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que, comme mon premier album, je ne fais pas les choses parce que il y a un calcul économique derrière. Je fais les choses là parce qu'il faut que je me sauve. Ouais. Mais je veux bien les faire. Et je sais qu'en faisant bien, ça peut être mon business. Ouais. Mais je ne dis pas que je vais faire ça
Je vais investir ça, j'aurai 100 000, 200 000, 300 000. La preuve, tous les 10 ans que j'ai fait de prod au Cameroun, j'étais déficitaire. J'étais déficitaire. Il n'y a pas un jour où j'étais dans le vert. Mais je l'ai fait parce que ça m'était nécessaire de le faire. Ça t'a permis de te reconstruire. Ça m'a permis de me reconstruire et j'avais du plaisir à le faire, élever les autres. Parce que c'est tous les artistes avec lesquels j'ai bossé, je considérais qu'ils avaient le talent et qu'ils avaient ils avaient droit aussi ils avaient le droit de vivre. Tu vois, si ce n'est ce que j'ai vécu, mais au moins une part de ce qu'on peut considérer l'ascension, tu vois. Et cette partie de l'entretien est importante aujourd'hui parce que on est au Bénin et même dans toute l'Afrique à un moment où il y a beaucoup de volonté de retour au pays. Et là, toi, tu l'as fait avant tout le monde. Donc, les questions que je vais te poser, je les ai écrites je les pose à dessein pour qu'elles puissent servir tous ceux qui sont dans cette démarche de vouloir rentrer. Pour que tous ceux qui ont envie de rentrer puissent se servir de ton expérience ou bénéficier de ton expérience. En rentrant, c'était quoi t'avais la volonté de participer, de partager ton expérience, mais c'était quoi ton mindset en venant? Est-ce que tu avais des attentes particulières? Je peux pas dire que j'avais pas d'attente. Les attentes, c'est quoi? C'est que les gens avec lesquels je décide de collaborer sont en adéquation avec ce que je propose. Donc oui, tu as des attentes. Tu vois ce que je veux dire? Tu as des attentes et il vaut mieux avoir des attentes. Même si c'est des attentes que naissent les plus grandes déceptions, mais il faut en avoir. Parce que il y a un moment où tu peux plus avancer comme ça, tête baissée. Parce qu'on prend de l'âge, parce qu'on est plus consciencieux, on est moins insouciant et que l'expérience des choses nous a montré qu'il faut quand même, tu vois, avoir des garde-fous. Mais ouais, c'était ça mes attentes. C'était que je puisse être entouré de personnes qui vont m'aider à créer un environnement. Mais maintenant, entre ce que tu avais rêvé ou ce que tu avais prévu et la réalité du terrain. Ouais, en fait, je pense qu'il y a un dicton qui est réel, c'est nul n'est prophète chez soi. Parce que les 10 ans que je fais au Cameroun, même si j'ai vécu de belles choses, mais j'en ai vécu aussi beaucoup de mauvaises, où tu es pointé du doigt, où c'est de l'adversité tous les jours. Pour moi, là, je fais une différence entre être challengé et l'adversité. L'adversité, c'est quand de manière primaire, négative, on te tire dessus parce que tu représentes quelque chose, parce que tu es dans une logique de travail et que ta frustration fait que tu vas mettre tous les mots de MAUX, tous les mots inhérents aux problématiques de la musique sur mon dos, sur, tu vois, une responsabilité qui n'est pas la mienne. Et quand je vais en Côte d'Ivoire, mais j'ai le simple respect du travail que j'ai fait, en fait. Je n'ai pas, les gens, ils sont pas en train de me faire des courbettes, ils me témoignent juste un respect relatif au travail, à ce que j'ai humblement proposé et accompli, tu vois. Donc c'est un peu ça, tu vois. Mais vu que je m'en suis sorti là-bas, je me suis dit qu'il y a rien qui peut il y a plus rien qui peut me déstabiliser. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a parce que là, une fois de plus, il y a un choc. C'est que tu rentres chez toi avec une intention louable et tu te manges un truc. Mais justement, comment est-ce que toi tu l'expliques? Parce qu'il y a beaucoup de répates qui viennent avec des bonnes intentions, mais ils sont perçus comme des donneurs de leçons où tout le monde a toutes les attentes vis-à-vis d'eux. C'est comme si, je pense que c'est toi qui l'as dit, si tu veux produire en Afrique, tu dois produire toute l'Afrique ou un truc comme ça. Bah, comment est-ce que, parce que là, on te donne tous les mots de la musique urbaine camerounaise, c'est toi qui dois sauver tout le monde, c'est toi qui ne fais pas ce qui doit être fait, mais comment toi tu vis ce choc? Il y a beaucoup de frustration et aussi, les gens ils te mettent une responsabilité une fois de plus qui n'est pas la tienne. Et je l'ai dit une fois froidement, j'ai dit hey, les gars, moi je suis venu faire mon business, je suis pas venu vous sauver.
Je suis pas venu vous sauver. Je ne me suis jamais assis quelque part en disant j'ai une cape et je suis le sauveur de tout le game. Ouais. Kamer, je n'ai jamais dit ça. Par contre, ce que je veux faire va donner une énergie qui va permettre à d'autres de penser et donc qu'on crée un écosystème. Elle était juste là, mon intention. Ouais. Elle n'était pas de venir me considérer comme le prêcheur ou le solutionneur de toutes les problématiques. Non, je viens avec une énergie qui est un début de solution. Ouais. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des artistes, il y a des institutions, il y a des problématiques, et toutes ces problématiques-là demandent à ce qu'il y ait une organisation. Ouais. Tu vois, mais pour qu'il y ait organisation, il faut que tu aies le pouvoir de t'exprimer devant les personnes qui vont t'écouter parce que tu as la légitimité de parler d'un sujet que tu maîtrises. Ouais. Et puis voilà, tu vois, mais c'est souvent, c'est beaucoup la frustration. Ouais. Et c'est aussi, et c'est bizarre, hein, c'est très complexe parce que c'est aussi de l'amour. Ouais. C'est que t'es tellement, on te voit tellement big. Exactement. Qu'on attend tout de Qu'on toi. attend tout de toi. Ça. Tu On comprends se ce dit, que je veux on est dire? dans la merde. On il est là, il va venir. Le sauveur est arrivé. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, ouais. Et même si j'en avais eu le pouvoir, je l'aurais pas fait. Ouais. Tu vois, je l'aurais pas fait parce que même Dieu, tu vois tout le travail qu'il a. Tu vois. Donc, Et bah, en tout cas, de tous tes projets que tu as fait au Cameroun, je pense que tu as fait X Malea, Ouais. tu as fait Magasco, ouais. tu as fait quoi d'autre? J'ai fait Mimi. Ok, Mimi, ok. J'ai fait un rappeur qui s'appelle Nami Cyrus. Ok, J'ai fait Dugsy. ok. Ouais, j'ai fait des projets Power Ouais. où je réunissais locaux, mix, Ah ouais, en fait, Magasco. t'en as fait des choses. Ouais, Ouais. J'ai produit des concerts. Ouais. Booba, Dossé, Magasco au stade de Misport de Yaoundé. MHD, que j'ai coproduit avec Patou et Bongué. J'ai fait Taiki, Dadju, Singila, Dugsy sur le même plateau. Fali Poupa. Ouais, j'ai fait. Bah, de quel projet t'es le plus fier? Je risque d'avoir une réponse très politique. Ok. Ouais. Parce qu'en fonction de ma réponse, ça peut créer. Ça peut créer autre chose. Ok. Donc je vais te donner une réponse générique. En vrai, hein, Oui. et ça, pour le coup, je suis sincère. Je suis fier de tous mes projets. C'est pour ça que je suis dégoûté du comportement de certains artistes. Je suis dégoûté de ce qu'ils sont aujourd'hui parce que je ne peux pas me réjouir qu'ils ne marchent plus. Parce que je considère que, enfin, qu'ils ne marchent plus de mon point de vue. Ouais. Parce que je me dis, si on a commencé ça, c'est pour que ça pète. Ouais. Si je me sépare de toi, je veux que tu restes au top. Si tu échoues, je peux pas être, tu vois, Ouais. je peux pas me réjouir de ça. Ouais. Parce que je considère que je n'ai pas été au bout de, tu vois, de ce que de ma de ta volonté, vision, quoi, tu ouais. vois, de la vision. Ouais. Tu vois, si Ouais. je te prends, c'est pour que tu restes au top. Ouais. C'est pas pour que tu tombes. Donc il y a une frustration, mais sinon, de manière globale, je suis fier de tout. Bon, là, vu que tu as parlé de ça, on va venir sur l'aspect artistique. Oui, d'accord. Ok, se concentrer sur les artistes. Ouais. X Malea. Pourquoi tu produis X Malea? C'est quoi la vision? C'est quoi la vision? Mais tu sais, c'est toi qui dois te questionner sur pourquoi, c'est toi qui dois te questionner. Parce que tu considères que comme je suis rappeur, je dois produire des choses relatives à mon karaté. Non, moi je suis fan de musique. Je suis fan de musique dans sa globalité. Tu comprends ce que je veux dire? Je peux produire 15 rappeurs, je peux produire 15 chanteurs de soul, tu comprends ce que je veux dire? Et X Malea, j'ai un coup de cœur artistique. Ok. Roger d'X Malea, sa voix, elle me rappelait Eboalotin. Ouais. Et il avait une émotion dingue. Avec Auguste qui l'accompagnait aussi, avec Ice qui... et je trouvais que c'était très original. Ouais. 3 Camerounais, 2 Renois, un blanc. Ouais. Tu vois, il y avait un truc... Non, moi, le casting était bon. J'étais déjà la voix. J'avais déjà la déformation du marketing déjà dès le premier regard. Mais j'ai aimé leur musique. Ok. Et c'est parce que j'ai aimé leur musique que ça a marché. Ouais. Et s'il y avait un rappeur dont j'avais aimé la musique, mais
ça aurait marché. Ouais. Parce que quand il y a de l'amour quelque part, bah, tu fais tout pour que ça marche. Ouais. Tu vois? Non, Donc, et ça a été un succès de ça a toute été un façon. succès. Ouais. C'est pour ça que je te dis, quand je suis producteur, je me positionne pas en rappeur, je Ouais. me positionne en producteur. Ouais. Alors oui, je peux produire du rap. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Mais je n'ai jamais fait les choses parce que les gens disaient, ouais, mais lui, il est rappeur, il produit Ouais. des chanteurs de pop. Ouais. Rien à Non, faire. en fait, c'était même pas ça le sujet. Ce que je D'accord, voulais autant savoir, pour moi, c'était. alors. Non, mais c'est bien parce que t'as donné des éléments de réponse. Je voulais savoir, bah, comme tu as dit, il y a eu un coup de cœur. Comment ce coup de cœur se fait? Comment tu les rencontres et D'accord, c'est pour ça. comment vous en arrivez là? Donc, je vais en vacances. Mon ex de l'époque me fait écouter Yelele. Mhm. Je me mange un truc. Mon ex ou une de mes petites cousines, je ne me rappelle plus, mais je sais qu'elle avait une responsabilité parce que c'est elle, je pense, qu'il me dit, ouais, fais un remix avec eux. Ok. En tout cas, une des deux. Et après, frère, j'écoute ce qu'ils font. Je dis, c'est mortel, en fait. Ouais. Et c'était quoi ta vision pour le projet? Où est-ce que tu voulais emmener ça? Là où j'ai emmené, Ouais. les internationaliser, Ouais. les rendre panaf et les rendre inter. Ouais. On fait un Olympia à guichet fermé. Ouais. Sortant des rues de Yaoundé, ils arrivent 3 ans après, ils font l'Olympia de Paris à guichet fermé, en passant par le Papousie, le palais des sports de Yaoundé, en passant par plein d'autres. Ils ont fait le FEMUA quand ça a commencé, ils ont fait pas mal de choses, ils ont fait l'ouverture, la cérémonie de fermeture de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique au Gabon. Ils ont participé à tellement de choses, donc c'était vraiment un travail. C'était ça ma volonté, de les internationaliser, les internationaliser pour qu'ils aient un autre statut. Parce qu'en ayant un statut inter, mais même chez toi, tu es considéré de manière différente, tu vois. Donc, et j'estimais que c'était une mouvance camerounaise qui était nécessaire d'être. Ouais. Il y a eu, tu as vu, il y a eu à un moment là une mouvance. C'est Ismaëléa, Loco, Mister Léo, Salatiel, le Cameroun était Dafo, devenu un pôle, tu vois, un pôle de la Josie, musique africaine. Stalino, pour ne citer que Magasco ensuite, Mimi, Minx, Kossi aujourd'hui, tu vois. Donc il y a eu une sorte de renouveau. Ouais. Et bah, Magasco, lui, pourquoi tu l'as signé? Pareil, pour quelle raison? Le talent. C'est un tueur. Non, il est chaud. C'est très très chaud. Il est chaud, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Moi, tous les artistes que je signe, c'est parce que j'ai des coups de cœur artistiques. Ouais. Coup de cœur humain, coup de cœur artistique. Et quelle est la chose la plus difficile dans la production en Afrique? Toi qui es sorti d'un modèle occidental, quand tu viens produire en Afrique, c'est quoi les réalités qui te choquent? Les personnes et leur mindset. Ouais. Ah ouais, c'est trop compliqué, l'humain, c'est compliqué. Ouais. Mais quand tu fais de la production en Afrique, tu gères l'humain. Je pense que le travail de production en Afrique, c'est gérer l'humain. Le travail de production de manière globale, c'est gérer de l'humain. Ouais. De manière globale. Okay. Après, l'Afrique, c'est spécial parce que le contexte dans lequel je suis, il n'y a rien. Donc, je dois tout faire. Tout. Pour les artistes, tout. Du personnel au professionnel. Ouais. Mais ça, là, quand tu te positionnes en tant que producteur dans une économie, c'est pas viable. Ouais. Et ce qui est doublement viable, ce qui est doublement pas viable, c'est que on considère l'exceptionnel comme la norme. Et on commence à te reprocher des choses parce que ton mode de pensée est biaisé de par les habitudes que tu as données. Tu vois. Et ça, là, ça, tu te le manges. Tu te le manges. Mais t'as rien fait pour nous, toi. C'est grâce à nous que toi, tu comprends ce que je veux dire? Non, ça, c'est pareil. C'est pour ça que je suis en mode... Tu vois... On me demande à chaque fois, est-ce que tu vas reproduire? Je ne suis pas maître du temps. Je ne suis pas maître du temps. Mais aujourd'hui, je suis pas chaud. Je suis pas chaud parce que j'ai mis mon argent. J'en ai jamais gagné.
j'ai gagné une expérience, j'ai gagné une notoriété en tant que producteur, je l'entends. Et pour le coup, ça n'a pas de prix. Mais maintenant, en parlant, ça m'a coûté. Et aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus m'encombrer de choses qui sont néfastes pour mon bien-être. Tu vois. Donc... Et comment tu fais la part entre la psychologie du producteur et la psychologie de l'artiste? Quelle est ta vision des deux côtés, vu que je pense avec toutes ces années de production et des postes que tu as occupés, Aujourd'hui, moi, ces deux visions, je les font cohabiter parce que c'est un avantage. C'est un avantage d'être artiste et d'être en même temps producteur, parce qu'il y a des subtilités que tu vas comprendre chez l'artiste qu'un producteur lambda ne comprendra pas. Et il y a des choses que tu vas accepter de faire parce que en tant qu'artiste, tu sais qu'à ce moment-là, tu aurais souhaité que ton producteur comprenne que tu as envie de faire ça. Et que c'est pas quelque chose de contractuel, c'est juste quelque chose d'humain. Donc pour moi, c'est complémentaire. Pour conclure cette partie sur la diaspora, encore deux questions. Selon toi, quelle est la chose la plus difficile à expliquer à quelqu'un de la diaspora qui veut faire du business en Afrique? Qu'il ne faut pas aller là-bas pour gagner de l'argent. Il faut aller pour construire. Et qu'est-ce que tu penses que la diaspora sous-estime par rapport au continent? Possibilité de construire. Je pense que beaucoup de gens de la diaspora voient mais comme beaucoup de gens même, ils voient l'Afrique comme une opportunité financière. Mais l'opportunité financière devient quand tu crées quelque chose. Pas parce que tu as 10 000 euros et tu dis je vais aller acheter des taxis et des voitures, je vais en faire des taxis. Pas parce que tu te dis j'ai 50 000 euros, je vais aller ouvrir un restaurant. Faut aller se poser, identifier le besoin. Tu vois, faire une étude de marché ou pas, mais en tout cas être là, vivre là, s'approprier les us et coutumes. Parce que je suis Camerounais, mais je vis la majeure partie de mon temps à Paris. Je connais pas les habitudes quotidiennes de l'habitant. Je vais pas avoir la prétention de dire que je connais mieux qu'un mec qui est là localement. Et 7 jours sur 7. Tu vois. Donc il faut accepter de prendre le temps de venir, de s'asseoir, de s'accomplir sur place avec les gens sur place. Et tu penses qu'être entré en Afrique, c'est l'une des meilleures décisions de ta vie? C'est la meilleure. C'est la meilleure parce que, tu vois, la manière dont j'aborde mon rap aujourd'hui, en France, il y a des stress que je n'ai plus. Et je te jure, je te parle même pas d'argent, il y a des stress que j'ai. C'est-à-dire qu'il y a des problématiques, là. Je ne m'encombre plus. Il a dit qu'il pense que oui, ton rap a fait si, ouais, tu parles avec un tel, mais qui ne doit... il y a des choses dont je ne m'encombre plus. Et je pense que l'Afrique m'a énormément apporté. Tu vois, je te parlais de mes problématiques au Cameroun, d'investissement, de trucs, mais en vrai, il faut tout ça pour te construire. Il faut tout ça pour que tu arrives à tirer de leçons et à faire la part des choses et à apprendre à savoir où tu dois mettre ton énergie et tes émotions. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et en 2020, tu es nommé chez Universal Music Africa. Quel état d'esprit tu avais à ce moment-là? Est-ce que pour toi, tu l'as considéré comme un accomplissement? Est-ce que c'était un challenge ou c'était une suite de ton parcours? C'est les deux. Accomplissement, non, parce que ça ne faisait pas partie de mon process. Ça ne faisait pas partie d'une ambition. Mais c'était une très belle expérience personnelle et professionnelle. C'est à l'Universal que je rencontre Mambi. Tu vois, et aujourd'hui, c'est mon refrain. J'ai un autre refrain qui s'appelle Loïc qui était là-bas aussi, tu vois. Donc, humainement, ça m'a apporté. Businessment, ça m'a appris d'envisager les choses de manière différente. J'ai toujours été indépendant. Et là, je devais répondre à une hiérarchie. Tu vois, à un groupe, à des personnes qui décident. Et j'étais pas j'avais la chance d'avoir quand même un certain pouvoir de décision que Franck Kakou Black Kent me donnait.
parce que justement il me connaît artistiquement et businessment parlant, donc tu vois, il me donnait une sorte de plein pouvoir, mais qui était limité à quand même à lui des décisions qui lui appartenaient, et au groupe aussi. Et il fallait que je deal avec ça. C'était pas la chose c'était pas la chose la plus évidente pour moi, quand même c'était pas au quotidien, hein, mais c'était sur des choses vraiment stratégiques et clés, où moi je pensais un truc, et habituellement quand je pense un truc, bah je le fais, t'exécutes. Et là il faut que je réponde à un process ou un truc, donc mais sinon après ça m'a appris sur moi, ça m'a appris sur l'organisation, ça m'a appris sur la structuration, et ça m'a aussi appris et inspiré pour le ciment. Ouais. Parce que c'est de l'expérience vécue de l'intérieur d'une major en Afrique qu'on comprend que une initiative comme le CIMA est nécessaire. Ouais. Tu vois, quand tu penses que la maison de disque est la solution aux problèmes liés à la musique, tu te rends compte que c'est une solution, mais pas la solution. Et qu'il faut créer un environnement, un écosystème qui va permettre à la maison de disque de continuer son développement et sa volonté de développer des artistes, ou en tout cas faire du business, et créer des vocations nouvelles, et surtout de faire monter en compétence les gens qui veulent rentrer dans le secteur d'activité. Donc, ouais, c'était nécessaire. C'est nécessaire. Ouais. C'est le temps. C'est le temps. Mais écoute, de l'extérieur, toi, tu as été un producteur à un haut niveau quand même. En indépendant, tu as été producteur, tu as produit des artistes qui ont marché, tu as fait des événements qui ont marché. Tu te retrouves dans une major qui, quand elle est venue en Afrique, a suscité beaucoup d'espoir. Comme toi, quand tu es arrivé au Cameroun, on a dit le sauveur. Quand Universal est venu, il y a eu ce même espoir. Et le bilan que moi je fais d'Universal, en tout cas en termes de développement d'artistes ou des signatures de la première génération d'artistes qui ont été signés, on n'a pas l'impression que ça a vraiment marché, en tout cas du point de vue qu'on en a. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que déjà toi tu partages ce point de vue? Parce qu'il y a eu des artistes qui ont été pris au Cameroun, au Bénin même, en Côte d'Ivoire. Il y avait toute cette émulsion-là qui était là, toute cette scène. Universal a fait une razzia à tout prix, mais on ne sait pas ce que les projets sont vraiment devenus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que le premier modèle économique n'était pas bon. Ouais. Le modèle économique de prendre des artistes en exclusivité, et donc de mettre des milliers d'argent sur eux, c'était pas le modèle qu'il fallait pour notre environnement. Mais aujourd'hui, je le dis parce que il y a 8 années qui séparent l'arrivée d'Universal et aujourd'hui, et les bilans et les constats qu'on peut faire. Donc oui, les gens ont décrié, mais on est sur un territoire en construction. Oui. Mais ça, de ton expérience, tu le savais? Que le modèle économique, il n'était pas... Je le pensais que le modèle économique n'était pas bon. Adapté. Ouais. Je le pensais que le modèle économique n'était pas adapté, mais je n'avais pas la solution qui devait... on le pensait tous. Hein. Ouais. On le pensait tous. Vous n'avez pas la solution qui matchait avec les objectifs. Parce que vu que nous, on est dedans, on voit, c'est-à-dire que c'est très factuel. On a investi tant, fin d'année, on n'a rien gagné, et voire on a perdu tant. L'année d'après, on remet tant, fin d'année, un truc, c'est factuel. Donc on voit que ça truc. Par contre, la croissance, elle se voyait sur les propositions. Les propositions d'artistes qui devenaient sans cesse les plus importantes les unes que les autres, et plus qualitatives les unes que les autres. Et la volonté de beaucoup de vouloir faire ce métier-là. Ça, c'est un constat qui est réel. Mais je pense que le meilleur modèle économique, c'est celui que Warner a adopté. Et le Warner est venu en ne s'encombrant d'aucune charge locale, en distribuant. Et une fois que tu distribues et que ça explose, mais là, vu que tu as un modèle d'économie en face de l'artiste, en tout cas de revenus, tu peux te dire, ok, si lui il fait des revenus à hauteur de 5 millions, je peux investir 2 millions, 3 millions, voire 10 millions, mais je sais qu'il a la capacité de générer un truc. Sauf que les premières majors Sony et Universal sont venus avec la même approche que
que celle qui était en France, Ouais. qui aujourd'hui même a changé. C'est-à-dire Ouais. qu'aujourd'hui même en France, il y a moins d'artistes signés en exclu avec Ouais. des gros contrats. Après, ça dépend des typologies d'artistes, mais il y a moins, en tout cas dans le rap, il y a moins d'artistes signés directement. Il y a plus de distrib. Ouais. Après, c'est encore pour d'autres raisons. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vers ça que les majors ont tendu, parce que on tournait, parce que quand tu investis autant, aussi major qu'elle puisse être, mais c'est de l'argent que tu perds, Ouais. et donc il faut que tu réussisses à trouver le juste équilibre. Ensuite, il y a eu les revenus premiers de justement pour un producteur, c'est le live et le brand. Ouais. Sauf que dans le brand, tu as des marques qui vont directement parler aux artistes. Mhm. Là où toi, tu as investi en te disant que tu vas récupérer sur le brand et le live, il y a des marques qui vont directement parler aux artistes et vice-versa. Il y a des artistes qui ne respectent pas la logique contractuelle et vont parler directement aux marques et font des deals avec des marques. Et bon, toi, ta commission, elle n'arrive pas. Ouais. Mais sauf que ça, il y a beaucoup d'artistes qui ne le disent pas. Mais ils vont indexer en disant, ouais, eux, ils ne nous payent pas. Sauf que nous, ils veulent, quand tu investis autant, tu veux Ouais. récupérer ton argent. Ouais, Il y a c'est ça. clair. Il y a le modèle aussi du live. Ouais. Le live, c'est pareil. T'as un artiste, ton siège il est en Côte d'Ivoire. T'as un artiste qui est au Bénin. Il va faire des scènes. Il fait des scènes. Comment tu récupères les sous des scènes qu'il a fait lui? Tu vois ce que je veux dire? Donc toi tu investis, mais Ouais. tu ne rentres jamais de l'argent. Ouais. L'artiste lui il continue de vivre parce que c'est lui le principal Ouais. intéressé. Son économie elle continue. Et donc tout ça là c'est bourbier. Ouais. Tu vois, tout là c'est bourbier et donc tu te rends compte que faut recommencer par le début. C'est-à-dire Ouais. que et la majeure partie des artistes aujourd'hui sont des pôles de production à eux tout seuls. Ouais. Ils ont leur studio, ils font leurs enregistrements, leur mix, leur mastering, et ils leur font un distributeur. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que j'ai bien fait mes leçons, puisque j'ai regardé bien fait mes devoirs, pardon, j'ai regardé l'émission que tu avais faite avec Mambi, et tu lui avais posé la question. Tu as dit, quel est celui qui profite aujourd'hui? Ouais. C'est le distributeur. Et aujourd'hui, ce travail de distributeur, c'est le travail essentiel. Le modèle de maison de disques de l'époque où tu avais un directeur artistique qui accompagnait l'artiste et on développait, il est fini. Ok. Ouais, le développement, c'est mort. Et c'est mort. Ok. En tout cas, jusqu'à nouvel ordre. Ouais. La nouvelle tendance, c'est pas qu'une maison de disques développe. Parce que beaucoup l'arrivée aussi du digital fait basculer. Ouais. Parce que tu crées ta communauté. Donc, tu es ton propre directeur artistique, Ouais. tu es ton propre directeur marketing, tu es ton propre, tu vois ce que je veux Ouais. dire, influenceur, tu es ton propre... T'es ton propre média. Tu es ton propre Ouais. média. Donc, le champ d'action de la maison de disques anciennement à la charge de tout diminue. Ouais. Donc, tu es obligé de changer le modèle économique. Ouais. Et donc, c'est le modèle... Et Believe, par exemple, Believe, Ouais. ils sont arrivés avec ce modèle économique Ouais, et ça cartonne. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est digital. Ils font que de la distribution. Ils font majoritairement de la gestion, mais ils font aussi de la prod, tu vois. Ouais. Mais ils ont fait de la prod dans un second temps, Ouais. justement. Mais tu vois, tu as une plateforme Believe Backstage où directement, tu mets ton truc en ligne, machin, tes trucs, et c'est fluide. Ouais. C'est fluide, donc ils ont une grosse part de marché. Ouais. Tu vois, ils ont une très très grosse part de marché. Et je pense que voilà, c'est juste une réflexion à avoir permanente sur comment réorienter sa stratégie, comment changer les modèles économiques, comment s'adapter au mode de consommation des gens localement, sachant que la consommation au Bénin n'est pas celle en Côte d'Ivoire, n'est pas celle au Cameroun, n'est pas celle... Donc, déjà arriver à comprendre qu'il faut pas envisager l'Afrique comme un seul territoire, pays, mais comme un continent avec différents pays et différentes habitudes. Donc, c'est vraiment quelque chose de global à visualiser. Ouais. Mais, tu vois, c'est toujours facile de tirer sur le mastodonte, parce qu'on considère que
il a les moyens, la science infuse, etc. Sauf que tout système est composé d'hommes, d'hommes qui réfléchissent, d'hommes qui peuvent se tromper, mais qui ont la grandeur de prendre du recul et d'organiser mieux pour que ça puisse marcher. Et donc tout le monde devrait avoir aussi ce recul et se dire, bon, tu vois, une fois que tu as fini de dire, ouais, c'est des enculés, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vois, toi, quelle est ta proposition? Toi, quelle est ton attitude? Quel est ton comportement dans cet environnement pour que ça aille mieux, tu vois? Mais, tu vois, il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution, on le sent. Et c'est dans la douleur que les meilleures choses se construisent. Hein. C'est quand on se tape, on finit de bien se battre, qu'on s'assoit et on fait la paix. Tu vois, donc ce sont des chemins nécessaires. Et quelle est la décision ou le move que tu as fait dont tu es le plus fier à Universal? Je fais 95. Ouais. La signature d'Imra qui n'était pas une signature que j'ai voulu de prime abord comme celle de Suspect, par exemple. Ok. C'est la chef de projet à l'époque, Yasmina, qui me tannait avec ça en disant faut le signer, il a quelque chose. Moi, je ne voyais pas encore le truc, mais avec du recul, j'en suis fier parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vois ce qu'il devient. Il a construit un vrai truc. Il y a Toufan aussi, j'ai été fier de bosser avec eux. J'ai été fier de leur apporter à un moment clé des solutions parce que justement justement ils font partie de ces artistes qui étaient les premiers signés et qui ont donc subi la période dure de la gestion entre producteurs et artistes chez Universal la musique Africa, et j'ai bien aimé le rapport qui a été le nôtre de confiance et de se dire on sort de cette aventure, ce contrat, mais de la belle manière. Tu vois, en proposant quand même de la bonne musique et ne pas se laisser aller à nos émotions et de mettre en péril la carrière, tu vois. Donc ça aussi, je suis fier. J'ai vraiment tissé de bons rapports avec eux, surtout avec Barabas. Il y a qui encore Il y a qui Oui, voilà, vraiment, cette manière... j'ai été fier aussi de bosser avec Dena Mona, avec Michel, son producteur, manager. Ouais, j'ai eu de belles aventures quand même. C'est vrai que c'était très dur parce que c'était dans un environnement où, quand bien même tu faisais quelque chose de bien, il y avait tellement de pas bien, en tout cas de la perception des gens, que tu avais du mal à savourer le succès à sa juste mesure. Mais avec, tu sais, le recul, plus le temps nous permet de vivre les choses de manière générale. Même DJ B, sa carrière solo, il y a eu beaucoup de réflexions et de discussions avec et d'impulsions faites. Mais tout le mérite revient à chacun de ces artistes-là. Nous, on a juste été soit justement trop mauvais, donc une sorte de comparatif à ce qu'ils ne voulaient pas, ou trop bon ou bon pour apporter à l'instant T ce qu'il fallait pour qu'ils puissent avancer. Donc Ok. Et aujourd'hui, tu as l'air d'être vraiment apaisé et d'avoir un rapport avec, est-ce que je vais appeler ça de la spiritualité, mais tu envoies une énergie très, très posée, très tranquille, très en paix avec toi-même. Ça te vient d'où? Ça te vient de toutes ces expériences Ouais, ça vient de toutes ces expériences, mon frère. Vraiment, hein. Comme on dit, comment dire? Il y a une expression pour dire, là, quand tu as mangé, tu t'es mangé de la douleur. Ouais, ça vient de tout ça et ça vient de à ma doctrine. Je suis converti musulman depuis 4-5 ans. Ok. Et ça m'a apporté de la paix. Ok. Mais c'est une addition de choses. Mais justement, c'est quoi ton rapport avec la spiritualité aujourd'hui? Je parle à Dieu.
Et je respecte une doctrine qui est l'islam, qui me garde dans une certaine discipline. Tu vois, qui me permet d'attirer vers moi des énergies que je provoque, en étant dans une certaine discipline. Je veux pas dire une droiture, parce que je suis humain, je suis humain, et que on a des défauts, on a nos, tu vois, on a nos dark side, mais ça me permet d'être plus mesuré. Et je dissocie croire en Dieu et pratiquer une religion. Et donc ces deux ensemble me font être ce que je suis, parce que c'est aussi ma quête de paix intérieure. J'ai longtemps été torturé pour me dire que j'allais vivre comme ça toute ma vie. Et donc ma lutte, c'était de régler ça intérieurement. Parce que, tu sais, parfois les gens, ils voyagent, ils veulent à tout prix gagner des milliards, en se disant, ouais, quand je vais aller là-bas, je vais faire le tour du monde, je serai bien. Ah, je vais gagner 50, 60, 70 millions, 1 milliard, je serai bien. Alors que le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, il est en nous. Tu peux ne pas avoir 1 milliard, mais être plus heureux que quelqu'un qui en a 100. Juste parce que tu es en paix avec toi et que tu abordes les choses au quotidien de manière tellement exceptionnelle que tu peux kiffer ta vie au détriment de beaucoup de choses matérielles, tu vois. C'est vers ça que je tends, quoi. Mais je suis toujours, tu vois, je veux vraiment pas, tu vois, je suis pas en train de faire le prophète. Je suis vraiment, tu vois, j'ai toujours mes kiffs de fou, tu vois, mais enfin, j'allais dire mes excès, non, j'ai plus d'excès, mais j'ai... Non, ça se voit que t'es en paix. En fait, c'est vraiment l'énergie. Ça fait le 3e jour que je te vois. Et c'est vraiment, dès que je t'ai vu, c'est cette vibe-là qui se dégage de toi. Apaisé, posé. Il y a rien qui te fait shaker. Il y a rien qui te fait bouger. Exactement. Tu vois, mais c'est vraiment... C'est maîtrisé. C'est maîtrisé. Mon environnement, tu vois, Mambi, il m'apporte beaucoup, par exemple. Mon petit frère, il m'apporte beaucoup. Oumar, il m'apporte beaucoup. J'ai ma styliste Tamara, elle m'apporte beaucoup. J'ai un frérot à moi, Kamer, il m'apporte beaucoup. Un frérot aussi, Manu, qui fait mes photos, avec qui je parle souvent justement de religion, de musique, il m'apporte beaucoup. Mon frère m'apporte beaucoup. Donc tu vois, il y a un autre frérot, Maury, j'ai mon coach de CrossFit, Cyril, avec le groupe qu'on a de CrossFit. Et c'est tout cet environnement-là qui m'aide à me retrouver, tu vois. Qui m'aide à me retrouver et tu vois, par exemple, là, sur mon projet, sur mon nouveau projet musical, ma DA Image, qui est en même temps styliste, Tamara, on échange beaucoup et je lui ai dit un jour, je lui ai dit, tu sais, toute ma vie dans la musique, j'ai cherché des gens avec qui je travaille et qui n'ont pas besoin de beaucoup de discussions avec moi pour comprendre ce qui est bien pour moi. Et j'ai juste à me focus sur ma musique. Tu vois, tu as eu le privilège d'écouter mon projet et tu me l'as dit tu me l'as dit en sortant que ta musique, mais c'est pareil, c'est parce que j'ai la chance d'avoir Spectaculaire je dis Spectaculaire parce que c'est dans l'ensemble, c'est-à-dire Omar, Dossé, les équipes Spectaculaires, Clémence, Ilan, Lalia, tout le monde, tu vois, les ingé sons, ils m'entourent d'une énergie tellement forte que je suis obligé d'exceller. Tu vois ce que je veux dire? Je suis obligé d'exceller. Et le projet, il est lourd. Franchement, je l'ai écouté une fois, mais je pense que le premier album restera toujours le top 1, parce que c'est le top 1. Et pour ce qu'il a représenté dans l'histoire et tout ça, je pense qu'il pourra jamais être déclassé. Mais il est de ce niveau-là, de ce que j'ai écouté. Il est très positif, il est très majestueux. Et on ressent justement cette énergie dans laquelle tu es, où tu arrives à raconter tout ton parcours, des extraits de ton parcours et
avec ta vision d'aujourd'hui, ta vision de OG. Ouais. Mais qu'est-ce qui t'a le plus challengé dans la réalisation de cet album? Parce que ça semble facile la manière dont tu l'as fait. Est-ce que ça a été aussi facile ou est-ce que ça a été laborieux? C'était très, très, très dur. Très, très dur parce qu'il faut se remettre en question, il faut repartir de zéro. Ouais. Mais tu as commencé à le travailler à quel moment? À quel moment tu t'es dit... Ce projet-là, je commence à le travailler en avril. Ok. Mais qu'est-ce qui a été le déclic? En fait, je commence à travailler ce projet en avril, mais j'avais déjà fait des trucs. Et justement, quand j'ai toujours cette anecdote que je raconte, c'est que j'arrive au studio, il y a Dino Cédocé. Et donc, je fais écouter ce que j'ai fait en Côte d'Ivoire, et tout. Ils me disent, c'est bien. C'est bien. Mais c'est pas ça qu'il faut, man. Ouais. Ça, là, si tu viens avec ça, tu vas sortir, mais nous, en tout cas, on sera pas chaud derrière toi, quoi, parce que c'est pas digne de ce que tu représentes. C'est soit tu acceptes de modifier ton mindset et ton approche musicale, soit tu arrêtes et que tu continues ton business. Tu vois, quand tu te manges un truc comme ça, comment tu... ton ego en prend un coup, mais un court instant, parce que les deux personnes qui sont en face de toi te veulent du bien. Ouais. Et que tu en es conscient. Et j'en suis conscient, mais c'est aussi parce que je leur fais confiance artistiquement. Ouais. Ils ont des propositions artistiques et des positions qui font que je suis comme un aveugle, je me laisse guider. Ouais. T'es fan de ce qu'ils font? De fou malade. Ouais. De fou malade. De manière honnête et respectueuse. Et fraternelle, tu vois. Ouais. C'est vraiment... et si c'était pas bon, j'allais le dire aussi. Et j'allais pas... tu vois, j'allais pas, au prétexte qu'on est proche, j'allais pas en vanter les mérites. Ouais, je suis fan de ce qu'ils font. Ouais. Je les trouve hyper forts. Je les trouve hyper constants. Je les trouve hyper forts dans cette faculté à vouloir se renouveler, à vouloir chercher à chaque fois, aller plus loin, plus haut, changer de couleur, changer vraiment être dans la recherche permanente de la perfection. Ouais. Tu vois? Donc... ouais, c'était pas facile. Ouais. Il y a des morceaux où mon frère me faisait reprendre une phrase pendant 1 heure. Ah ouais. Tu vois, il me dit non, là tu l'as bien fait, mais ça peut être mieux. Tu n'as pas bien articulé, l'intonation n'est pas bonne. Et ouais. Ouais. Et toi, tu es dans quel état d'esprit quand tu le fais dans cette difficulté, dans ce struggle-là? Tu es dans quel état d'esprit? Je suis dans l'état d'esprit qu'il faut. Être à l'écoute, être dans l'humilité, mon frère. Ouais. Accepter que tu as beau être Pete Bacardi, tu as eu ton truc, mais aujourd'hui, il y a un nouveau jeu. Ouais. Il y a une nouvelle articulation des choses. Adapte-toi. Ouais. Accepte qu'ils te disent non. Ne les vois pas en petits frères. Vois-les en artistes qu'ils sont, en adultes qu'ils sont, et surtout en hommes d'expérience et de connaisseurs qu'ils sont. Et laisse-toi guider. Et c'est ce que je fais, frère. C'est très sage. C'est très sage et bah le résultat est au rendez-vous. Ah, merci. Et quelles sont tes attentes? Est-ce que tu as des attentes par rapport à ça? Parce que quand je l'écoute, j'ai aussi l'impression que tu n'as aucune attente. C'était juste venu délivrer ce que tu avais envie de délivrer. Mon attente, c'est que les gens kiffent. Tout. Ouais. Mon attente, c'est que j'ai envie de tourner, tu vois. J'ai envie de faire de la scène. Ouais. Mes attentes, elles sont personnelles. Elles sont dans mon épanouissement personnel. Ouais. Je veux que les gens kiffent la bonne musique. Ouais. Et je veux ça, tu vois. Ouais. Et tu as eu du plaisir à faire ce projet. Bien sûr. Mais ça me ramène à une question que j'aurais peut-être dû te poser avant et qui est quelque chose que moi, j'ai connu en tant qu'artiste. À un moment, jusqu'à très récemment, je n'ai plus été fan de musique. Est-ce que ça t'est arrivé de ne plus être fan de musique? Ça dépend, tu parles de musique dans son ensemble ou de rap? De rap. Ouais. Le problème, c'est ça. C'est que la musique, elle est vaste. La musique, elle est vaste. Quand tu prends... Moi, j'écoute du gospel, frère. Pendant toute une année, j'écoutais pas de rap. J'écoutais du gospel. C'est incroyable, non? Ouais. Mais tu peux pas savoir le bien fou que ça m'a fait.
Mais là, j'ai le sentiment que le rap est en train de se casser la gueule. Le rap est dans un creux de la vague. On dirait qu'il y a un cycle qui est terminé. Tout est une question de point de vue. Ça se casse pas la gueule, ça se reconstruit, ça se rééquilibre. Ouais. Il y a eu ce débat incessant de la qualité, le rap d'avant, le rap de maintenant, le truc. Non, c'est pas ça. C'est pas que ça se casse la gueule. C'est une nouvelle mutation. Ouais, on rentre dans un nouveau cycle. On rentre dans un nouveau cycle et c'est normal. Et dans ce nouveau cycle-là, il y aura des nouveaux critères d'acceptation. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Et il va falloir être fort pour rentrer dans ce nouveau cycle-là. Pour tout le monde, hein, ça remet les pendules à l'heure. Ça remet les pendules à zéro, pardon. Pas à l'heure. Ça remet les pendules à zéro et allez, on repart. Donc il y en a qui sont plus avantagés que d'autres parce que ils sont dans la hype, parce qu'ils ont les moyens plus que d'autres, etc. Mais ça remet quand même une sorte de on repart du départ tous ensemble et on va voir dans cette nouvelle dynamique comment les plus forts subsisteront, tu vois. Ouais. Et t'as déjà le titre de l'album? Ouais. Il va s'appeler comment? Surprise. En fait, je pourrais te le dire. Ouais. Je le dirai en off. Ok. Mais pas un truc parce que je prépare justement quelque chose pour l'annoncer. Oh, ok. C'est en ce sens. Bah, est-ce qu'il y a une direction précise? Bon, je sais qu'il y a une direction. Oui, la direction c'est moi en vrai. Ouais. La direction c'est moi. Et musicalement, tu as travaillé avec quoi comme équipe? Et c'était quoi la volonté musicalement? Juste faire de la bonne musique. Ouais. L'équipe de beatmakers, c'est des beatmakers que mon petit frère il m'a envoyé. Il m'a dit tiens, voilà une palette. Parfois même, je ne connaissais même pas les noms des mecs. Il y a Tariq Azouz aussi qui a bossé des titres. Il y a un mec qui s'appelle PSK qui a fait mon titre avec Jay Brony. C'est des mecs que je ne connaissais pas avant. Ouais. Mais Jay Brony, j'ai l'impression qu'il y a une bonne alchimie en duo. De ouf. Ouais. De fou malade. Ouais. De fou malade. Tu vois, donc, c'est vraiment, je ne suis pas parti dans du name dropping de mecs de l'heure qui font les trucs. Et c'était ça aussi le mot d'ordre, c'est de... Quand on bossait, il m'a dit, mon ref, il m'a dit, hey, fais-toi plaisir. Parce qu'effectivement, quand j'arrive, je mens. Enfin, je mens, non. Mais quand j'arrive, je lui dis, ouais, j'aimerais fitter avec un... Il me dit, hey, avant de truc, prends du plaisir. Laisse... Laisse les calculs, laisse... Fais ça. Il dit, ça, c'est pas le moment, ça. C'est pas le moment. Il me dit, c'est pas le moment. Reprends du plaisir, reprends tes habitudes, reprends un truc, fais ça. Et après, advienne que pourra. Et aujourd'hui, tu as annoncé ton retour. Comment est-ce que le rap français te regarde? Est-ce que tu sais? Ou est-ce que tu t'en fous? Je regarde pas quand même. Et toi, tu le regardes comment? Je le regarde toujours avec respect et admiration, parce qu'il y a beaucoup d'artistes que j'admire et je suis très, très... Il y a aussi de belles choses. Mais quand je dis je le regarde pas, c'est pas par snobisme. Quand je dis je ne regarde pas comment il regarde. Je ne regarde pas comment il me regarde, c'est pas par snobisme, c'est parce que je t'ai dit je fais ma chose. Tu vois ce que je veux dire, et que je veux pas vivre à travers le regard des gens. Mais effectivement, si le rap français kiffe ce que je fais, ben bien sûr, je serais content. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas dire que je m'en bats les couilles, c'est pas vrai, mais je fais les choses selon mon bon vouloir et je regarde aussi, et je pense que pareil, il y en a beaucoup qui ne tentent pas mon avis pour faire ce qu'ils font, mais ceux que j'ai la possibilité de rencontrer, par exemple, je trouve très chaud le travail que La Fouine fait. Tu vois, ce travail il a fait un beau retour. Ce travail de retour-là, les propositions, l'implication. J'aime bien ça. C'est-à-dire, j'aime bien ça, j'aime bien Jay Brony, j'aime bien Chakola aussi, ce qu'il propose. J'aime bien Franglish, j'ai aussi aimé énormément le travail qu'il a fourni quand tout le monde pensait que c'était le second de Dadju et sans lui, il ne pouvait pas s'en sortir. J'ai beaucoup aimé ça. Il y a qui d'autre? Tu sais, il y a des artistes. Après, tu sais, quand tu es dans un exercice comme une interview comme ça, tu peux avoir des oublis, mais il y a des choses que naturellement, Dinos Dossé, Youssoupha aussi, j'aime bien comment il mène sa barque. En gros, c'est
il y en a plein, plein. Il y a j'ai mes playlists de rap français que je me fais. Et si le pitch de 1996, il devait voir l'homme de 2025, tu penses qu'il lui dirait quoi? Bien joué. Bien wesh. Écoute, on arrive à la fin de l'entretien là. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je t'ai pas posée? Non, parce que je vais pas notre échange comme un interview, je le vis comme une discussion. Ouais. Tu vois ce que c'est ce que c'est. Donc il y a pas, tu vois, on a discuté sur tout, tu vois, on a parlé de tout et en tout cas de tout ce qui concerne ma vie et mon quotidien. Ouais. Donc non. Juste que moi, non, tout ce que je tenais à dire, moi, c'est que je suis vraiment content d'être au Bénin. Je suis vraiment content de comment les gens ont reçu le CIMA. Ouais. J'ai vraiment énormément de gratitude et de respect pour Lionel Talon qui nous a accompagnés dans cette aventure, qui est le parrain de cette deuxième édition, de la mise à disposition de son espace EIA pour comment on appelle la résidence artistique, oui. Les artistes qui sont venus à cette résidence, le professionnalisme qu'ils ont eu en 3 jours, faire ce qu'on a eu à faire, qui demande en temps normal 2-3 semaines, quand bien même vous connaissez humainement. Il faut savoir que tout le monde s'est rencontré le lundi où on a commencé la résidence. L'admiration que j'ai du peuple béninois qui vient en masse à nos masterclass, à notre événement. Donc vraiment, ouais, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour ce que je suis en train de vivre. Beaucoup de reconnaissance par rapport à ce qu'on est en train de vivre et ouais, c'est beau, quoi. Tu vois. Ouais. C'est pour ça qu'on fait tout ça aussi, tu vois. Ouais. Pour vivre des moments d'intensité humaine comme on les vit là. Donc ouais, c'est très très beau séjour, et même cet échange, tu vois, ce sont des choses qui relèvent de la thérapie. Parler, échanger avec des personnes bienveillantes, ça apporte quelque chose de bon à l'âme, tu vois. Donc ouais, c'est vraiment un très 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 beau. C'est pas une question pour le coup, mais c'était plus une sorte de conclusion et de témoignage que je voulais faire sur ce que le Bénin nous donne comme énergie, là. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour l'initiative. Merci à vous. Merci avec le CIMA d'avoir amené tout ce panel, tout ce parterre de personnalités, de professionnels de la musique. Merci pour l'homme que tu es. Merci. Parce que comme je te disais, pour Amir, pour moi et pour plein d'autres de notre entourage, de notre génération, tu représentes quelqu'un sans qui peut-être on n'aurait jamais rappé. Tu vois, je me rappelle exactement de là où j'étais quand j'écoutais ton album. C'était une cassette dans un Walkman. Ouais. Et la phrase qui m'a marqué de toi, où je me suis dit non, ce mec-là, c'est un tueur. C'est « J'ai vu la vie m'a vu, j'envie les vieux, la mort me veut. » Ouais. Ça, c'est vers quand j'ai entendu ça, je me suis dit non. Ça, je sais pas pourquoi, mais ça, c'est la phrase, si on me dit Pete Bacardi, c'est ça. Ça se résume, ouais. Ça se résume à ça. Et pouvoir discuter avec toi, pouvoir avoir la chance d'écouter ton album et de l'écouter, écouter un album de ce niveau, de cette qualité, c'est exceptionnel. Merci. C'est exceptionnel. Merci. Et merci. Et t'as un show ce soir. Ouais. Donc bon choix à toi. Beaucoup. Et puis t'es à la maison. Ok. Merci, avec tu grand reviens plaisir. en tout cas, je le ressens tel quel. Allez, merci beaucoup. Merci à toi. Mm. Yes. Cotonou Boy Show.